5 heures de questions-réponses, un mea culpa du syndic Daniel Rossella, un montant engagé de 280 000 francs pour surmonter la crise et des conseillers frustrés. Voilà un résumé de la séance extraordinaire consacrée à la crise administrative que traverse la ville de Nyon. Une séance extraordinaire tenue au théâtre de Maran et qui avait lieu lundi 31 janvier. Dans la salle, plusieurs journalistes, mais près de 60 personnes venues y assister dans le public, parmi eux plusieurs employés communaux. Sur notre plateau, nous recevons aujourd'hui différents partis du conseil communal répartis en 2 temps. Pour cette première étape, Monique Chevalet-Piguet, bonjour. Vous êtes présidente de la section PS Nyon et environ. De l'autre côté de la table, Patrick Boux, vous êtes conseiller communal vert libéral pour la ville de Nyon. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Et enfin, Jackie Collomb, chef de groupe du parti indépendant nyonnais. Bonjour à vous. Merci également d'être avec nous. Jackie Collomb, je vais commencer cette discussion avec vous. Au lendemain de cette séance, quel est votre sentiment ? Alors, on a entendu de très beaux discours, assez longs, mais un show bien réglé, avec un syndic au milieu de ses ouailles, qui les fait parler les uns après les autres. Et durant cette présentation, on n'a pas appris grand-chose. Donc vous faites partie des frustrés. Je vais nuancer. Ouais, je ne suis pas trop frustré parce que, étant lucide, je venais à cette séance avec assez peu d'illusions. Je connais le discours du syndic et de la municipalité et je sais que c'est assez hermétique, qu'on n'entend pas... on entend les excuses pour ne pas dire les choses, mais on n'entend pas les choses. Ouais, alors c'est vrai que la séance était longue, elle a duré plus de 5 heures. La séance a commencé notamment par une explication du syndic qui a notamment fait son mea culpa. On l'écoute. Comment en est-on arrivé là ? C'est la question que tout le monde se pose. Si nous sommes dans cette situation de crise majeure, c'est une évidence qu'il y a eu des erreurs. Si tout le monde avait fait tout juste, nous n'en serions pas là. Je vais assumer ma part de responsabilité. J'ai fait de mon mieux sans compter mon temps et mon énergie. Avec le recul, je dois accepter la remise en question et admettre que je n'ai certainement pas toujours apprécié correctement la situation dans la gestion de l'administration communale ces dernières années. Je reconnais en effet avoir eu un niveau d'exigence parfois trop élevé et n'avoir pas toujours été assez attentif à la charge de travail imposée à l'administration générale par la municipalité. Il y a un enseignement à tirer. La municipalité et moi-même ferons tout notre possible pour que pareille situation ne puisse pas se reproduire. Patrick Boux, des propos que vous jugez sincères, oui ou non ? Oui, je crois que j'ai aucune raison de douter de la sincérité des propos. Après, peut-être on aurait pu estimer qu'il fallait aller peut-être un peu plus loin dans le mea culpa. J'ai cru comprendre que c'est ce que certains voulaient. Moi, ça me convient, cette forme-là. Je crois qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire que c'est une affaire complexe parce que c'est de l'humain. On parle de relations humaines, de relations de travail, de souffrance humaine. C'est complexe. Donc, évidemment qu'on peut toujours dire « Ah, il aurait fallu faire comme ça, il aurait fallu faire comme ci ». Mais c'est une situation qui était très difficile, une situation avec beaucoup de souffrance. Moi, je pense aussi à tous ceux qui souffrent de cette situation aujourd'hui. Et je crois que là, on a eu cette séance. J'ai pas beaucoup dormi, effectivement. J'ai beaucoup pensé à ce à quoi avait servi cette séance. Et j'en suis arrivé à la conclusion que maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Ouais. On doit pas... Là, on est en train de, excusez-moi l'expression, mais de flinguer toute la législature après 6 mois de législature. Là, maintenant, on doit passer à autre chose. Il y a des projets qui nous attendent, les Nyonnais attendent des projets, attendent qu'on travaille. Là, il faut qu'on se remette au travail. Ouais, je vais tout de suite vous donner la parole, Monique Chevalet-Piguet. Vous avez l'air assez d'accord avec ces propos. Jackie Collomb, est-ce que vous avez aussi le sentiment qu'on a l'impression... Est-ce que vous avez aussi le sentiment, pardon, qu'on est en train de flinguer cette législature du fait de prendre le temps de parler de cette affaire ? Oui et non. Prendre le temps d'en parler, c'est quand même essayer de trouver des solutions. Maintenant, redémarrer, recommencer à travailler, je pense qu'il y a une tâche avant qui, comme on l'a compris, qui devrait être de réconcilier les gens qui étaient ou qui sont encore opposés actuellement. Et là, j'ai un petit peu des doutes sur
sur la possibilité d'y arriver. J'ai un peu de peine à m'imaginer que des gens qui sont opposés aussi fortement puissent maintenant s'asseoir à une table, se regarder dans les yeux et puis travailler ensemble sans autre. Ouais, Monique Chevalet-Piguet, pour avoir votre sentiment suite au lendemain de cette séance. Aujourd'hui, la responsabilité qu'a pris le syndic, suffisante ou pas? Oui, tout à fait. J'abonde dans le sens des propos de mon préopinant Patrick Boux qui valide en fait cette prise de parole du syndic. Pour moi, la reconnaissance des responsabilités et des erreurs qui ont été commises est totalement fondamentale aussi dans l'explication des comportements qui sont survenus et qui sont inadéquats et inacceptables. Donc, ça a aussi une forme d'explication sur l'historicité des événements qui sont effectivement très complexes, qui se situent dans le cœur de l'humain, des personnes qui sont concernées et qui occasionnent beaucoup de souffrance à tous. Ouais, notamment une des explications qui a été donnée hier soir, c'est dû à la croissance de la ville, qu'on est passé d'une politique de campagne à une politique de ville. On va notamment entendre Roxane Faro à ce sujet. Ces compétences transversales, rédactionnelles, compréhension politique, assimilation des processus et du cadre légal, qui font parfois encore défaut dans certains services, ont entraîné le traitement de certains dossiers par le SAG sans que la municipalité n'en communique la raison aux services concernés, engendrant là encore des malentendus et des vexations. Pour exemple, sur demande de la municipalité, certains préavis ont été rédigés par le secrétaire municipal, mais aussi par les affaires juridiques ou par l'unité du développement durable, ce qui a pu engendrer des incompréhensions ou des frustrations chez certains chefs de service vis-à-vis notamment du secrétaire municipal. En parallèle, la municipalité est devenue plus dirigeante dans ses ordres au service, y compris pour des ordres pas agréables à entendre. Cette tâche ingrate est alors revenue au secrétaire municipal avec le risque que certains associent le message et le messager. Jackie Collomb, une tâche ingrate revenue au secrétaire municipal qui expliquerait ensuite ces dysfonctionnements et aussi ces tensions. Vous y croyez? Non. On peut avoir un message pas agréable à délivrer, mais si on est un professionnel, on doit aussi avoir la manière de le faire. Et j'ai cru comprendre que ça n'était pas toujours le cas. Alors, je veux bien rejoindre l'idée que maintenant il faut passer à autre chose, mais il va falloir utiliser aussi d'autres moyens pour ça. Patrick Boux, ce qui a notamment été expliqué, c'est qu'il y avait aujourd'hui des circonstances atténuantes, que le secrétaire municipal aujourd'hui a écopé d'un blâme, aussi d'une sanction de révocation, une menace de révocation. C'est la sanction la plus haute qui puisse être aujourd'hui apportée. Est-ce qu'on comprend par là que finalement ça suffit? Est-ce qu'on doit comprendre ça? Difficile pour moi d'y répondre. J'ai pas lu évidemment le rapport, étant pas syndicaliste du CSSP, j'ai pas lu le rapport, donc difficile pour moi d'y répondre. C'est en tout cas ce que dit la municipalité. Si je résume en disant qu'il y a eu des comportements qui sont inappropriés, inadéquats, voire peut-être même plus. Et ça, je pense qu'il faut le condamner fermement. Par contre, il y avait des circonstances atténuantes, surcharge de travail, pression, etc. C'est ce que dit visiblement l'ancien juge Muller. Et par conséquent, lui-même a proposé cette sanction-là, ce que la municipalité a suivi. Donc on ne peut que faire confiance à la municipalité pour dire qu'effectivement, voilà, c'est ce qu'a proposé l'expert qu'ils ont choisi. Et ils ont suivi ces recommandations, ce qu'ils n'étaient pas obligés de faire. Donc la sanction semble visiblement appropriée, mais difficile pour moi d'y répondre. Ce que vous nous dites, Patrick Boux, autrement dit, c'est que finalement, on ne peut pas remettre en question les sanctions qui ont aujourd'hui été attribuées. Non, je ne vois pas comment on pourrait les remettre en question. Je ne vois pas qui on est pour les remettre en question. Nous, notre rôle en tant que politique, c'est de faire en sorte que la ville fonctionne, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de souffrance possible. Je pense que la crise de croissance, on a tous conscience que Nyon a une crise de croissance et dans plein de domaines, urbanistiquement, dans l'administration, etc. Cette crise de croissance, nous, on doit la cadrer et faire en sorte que la ville grandisse, parce qu'elle doit grandir, parce que c'est comme ça, mais qu'elle grandisse de manière saine.
y compris dans les relations entre les employés. Ouais, Monique Chevalet-Piquet, le fait de ne pas avoir eu accès à l'entièreté de ce rapport, est-ce que ça vous a dérangé ou est-ce que ça a apporté préjudice à la compréhension notamment de la séance de hier soir ? Bien évidemment, pour pouvoir délibérer, on souhaiterait avoir plus d'informations. Maintenant, les raisons qui font qu'on n'a pas accès à ce rapport vont toujours dans le sens de la protection des personnes concernées, ça veut dire du personnel de la ville. Ça fait donc partie du respect de la sphère privée, de la personnalité de chacun. Et c'est ça qui prime dans cette affaire, plus que chacun se fasse juger partie de cette situation. Donc effectivement... les erreurs reconnues, ainsi que la responsabilité reconnue de la municipalité, ainsi que les structures qui ont permis que ces difficultés surviennent, pour moi, suffisent à établir ma confiance envers le jugement de la municipalité, qui a lu le rapport et qui, en connaissance de cause, en connaissance de tous les éléments qu'elle seule a, peut juger de la sanction qu'elle applique à la personne qu'on a nommée beaucoup hier soir. Ouais, Jackie Collomb, est-ce que ça suffit en termes de confiance, envers la confiance qu'on a, que vous avez envers la municipalité ? L'avenir nous le dira. Le conseil communal est garant, faisant partie des autorités, garant du bon fonctionnement des institutions. Et à ce titre, il était déjà important dans la séance d'hier soir de marquer le distinguo entre la municipalité et le conseil. Nous n'avons pas les mêmes perspectives. Alors, une mesure vient d'être prise, d'autres devraient suivre, comme je l'ai compris, et ça sera au conseil communal de veiller à ce que les mesures qui ont été prises produisent leurs effets, et que si ça n'est pas le cas, on en reparle. Ouais, 2 sanctions auraient été prises, on va les entendre notamment dans la bouche d'Alexandre Démétriades. À propos des conclusions de l'enquêteur sur les aspects liés aux personnes, donc sur les sanctions et les ouvertures de procédures disciplinaires. On ne peut pas, en théorie, dévoiler les sanctions qui sont prévues, ni les personnes qui font l'objet de ces sanctions. Hormis ici pour le secrétaire municipal, comme ça a été fait, qui, pour le coup, a déjà accepté sa sanction et qui a, comme l'a dit le syndic, accepté que ce soit évoqué publiquement. Mais Roxane Faro, l'INARES, parlera spécifiquement de ce point tout à l'heure. On peut dire que plusieurs personnes sont concernées par ces conclusions, dont le secrétaire municipal évidemment, mais pas uniquement. Jackie Collomb, est-ce que ces sanctions vous conviennent ? On a entendu tout à l'heure Patrick Boux dire que finalement on n'a pas trop le choix que d'y adhérer. Oui, exactement, on n'a pas trop le choix. Moi, j'étais quand même de l'avis qu'il y a peut-être des gens qui devraient partir parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis fondamentalement sceptique quant à la possibilité de travailler à nouveau ensemble de ces personnes. Ouais, et je suis surtout inquiet. On peut les préciser, Jackie Collomb, est-ce que c'est au sein de l'administration, est-ce que c'est au sein même de la municipalité qui doit partir ? Clair. Allez-y, pour qu'on soit bien clair. Le secrétaire municipal est une de ces personnes, à minima. Parce que moi, je m'inquiète plus pour le personnel subalterne, qui, lui, n'a pas trop voix au chapitre. Tous n'ont pas été entendus et tous n'osent pas dire, franchement... quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs préoccupations. Donc, il va rester, le syndic aime bien employer le mot d'asymétrie, il va rester une asymétrie dans cette administration entre des personnages qui ont beaucoup d'influence et d'autres qui aimeraient juste faire leur travail correctement. On a l'impression quelque part que c'était le procès du syndic hier soir. Est-ce qu'il doit partir selon vous, Jackie Collomb ? Non, je l'ai déjà dit une fois, le syndic est syndic, il faut qu'il fasse son boulot. Alors, il va surtout pas... on ne va surtout pas lui demander de partir maintenant que la barque prend l'eau, qui colmate les fuites, sans jeu de mots désagréable. Et puis après ça, il jugera s'il veut sortir par la grande porte. Voilà. Ouais, Monique Chevalet-Piquet, vous avez l'air plus réticente au fait qu'aujourd'hui, on appelle notamment aussi à la démission, ou qu'on dise que voilà, la sanction qui doit être faite du côté du secrétaire municipal, c'est finalement sa démission. Vous n'aviez pas l'air vraiment d'accord ?
Non, je pense que ça ne résout rien à l'histoire de demander la tête de quelqu'un qui a aussi été victime de souffrance. Je pense que ça n'avancera rien du tout. Et puis on oublie les chiffres qui nous ont été donnés aussi hier soir par rapport au nombre de plaignants, le nombre de personnes qui ont été entendues, qui certes doivent être entendues, certes doivent être respectées et écoutées. Elles ne représentent que 20 personnes sur l'ensemble des collaborateurs. Donc il ne faut pas non plus noircir le tableau, c'est ce qui a été dit hier soir, et il ne faut pas noircir le tableau sur des gens subalternes qui souffriraient en silence et qui ne seraient pas écoutés. On a eu des annonces aussi de structures qui sont déjà en place, parce qu'on n'est pas dans un terrain sauvage et vierge de non-traitement des RH, des possibilités aux personnes de se faire entendre et d'être assistées si elles ont besoin. Ça va être renforcé et j'en suis très satisfaite de ces nouvelles structures qui vont renforcer le soutien personnel. Et je pense que ça nous donne quand même des garanties qu'on puisse retrouver un climat serein pour les employés de la ville. En bref, vous ressortez de cette séance plutôt apaisée et tranquillisée. Patrick Boux, vous avez réagi? Oui, juste pour quand même remettre dans le contexte, on a 580 employés en ville de Nyon. On parle de 5 personnes, si j'ai bien compris, qui ont des problèmes. Il y a eu une vingtaine de personnes qui ont été entendues. Toutes n'étaient pas en problème, hein, heureusement, dans le cadre de cette enquête. Donc effectivement, il faut remettre dans le contexte. On parle de quelques personnes. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas s'occuper de ces personnes-là. Bien sûr qu'il faut s'en occuper. La grande question, je rejoins M. Collant, est-ce qu'ils vont pouvoir retravailler ensemble? Pour moi, c'est évident qu'il va falloir essayer. Après, est-ce qu'on y arrivera, on n'y arrivera pas, mais en tout cas, il faut essayer. Il ne faut pas oublier non plus que le syndic a dit qu'il donnerait plus d'informations à la commission de gestion ayant un pouvoir plus large que le conseil communal lui-même. Donc la commission de gestion aura aussi plus d'informations par rapport à ces affaires et par rapport à la mise en place de ce qui va suivre. Mais je crois que là maintenant il faut penser les plaies, colmater les fuites effectivement et repartir de l'avant, quoi. C'est ce que partir de l'avant, justement. La suite, on en a parlé justement en deuxième partie de séance. On va en parler ici aussi en deuxième partie d'émission. Une solution a notamment été annoncée, c'est le fait d'avoir une rencontre avec la commission de gestion. Vous venez de l'évoquer, Patrick Boux. Enfin, pour terminer ce plateau, juste un dernier tour de table. Jackie Collomb, si il vous manquait une seule chose, ça serait quoi à présent et pour la suite? Tiens, justement, la commission de gestion, c'est une bonne manière de diluer, de repousser les solutions, parce qu'on sait très bien que la commission de gestion va enquêter, ça va prendre du temps, elle rendra son rapport dans 6 mois. Et ça arrivera comme un cheveu sur comme la grêle après les vendanges, on va dire, parce que j'espère que dans 6 mois... Cette rencontre n'est pas vraiment nécessaire. Non, elle est bonne, mais c'est pas la panacée. C'est pas ça qui va nous donner les clés pour continuer demain. Donc votre solution, qu'est-ce qui vous manque? Un peu plus de sincérité. Hein, Un peu plus je veux dire, on a depuis 3 mois... On nous a dit, on a mis beaucoup d'énergie à nous dire qu'on ne pouvait rien nous dire. Donc on est un petit peu, alors vous parliez de frustration, et alors de ce côté-là, effectivement, on est un petit peu frustré parce qu'on a l'impression vraiment qu'on nous a pris pour quantité négligeable. Et donc maintenant, oui, j'attendrai qu'au fil des jours à venir, puisqu'il y a des délais de recours qui vont tomber, on va avoir plus de nouvelles sur d'autres mesures à prendre, et puis surtout sur certaines restructurations qui semblent nécessaires dans l'administration. Oui, Jackie Collomb, vous demandez plus de sincérité. Patrick Boux, qu'est-ce que vous demandez à présent pour la suite? Moi, je crois que je l'ai dit, qu'on se remette au travail, que de remettre cette affaire, et je ne la minimise absolument pas, mais de la remettre, entre guillemets, à sa place, et que l'effet boule de neige qu'on a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, s'arrête, et qu'on puisse simplement se remettre au travail. On a beaucoup de projets à faire avancer, et c'est aussi là que les Nyonnais nous attendent, et je crois que c'est vraiment primordial de pouvoir le faire, et puis garder évidemment un œil sur la suite des événements, mais qu'on arrête ces fuites, faire avancer la cause pour passer à autre chose. C'est ça. Monique Merci. Chevalet-Piguet, qu'est-ce que vous demandez pour la suite?
pareil aussi, un apaisement du climat pour permettre à chacun des protagonistes de retrouver une place au sein de cette réorganisation dans des conditions sereines. On a vu hier soir que l'engagement de la municipalité à la reconstruction donnait des bonnes pistes pour le futur, que j'espère aussi qu'il sera apaisé et calme. Et nous, effectivement, je rejoins M. Collomb sur ce point, en tant que conseillers communaux et en tant que parti, nous devons rester attentifs et veiller à ce que les mesures mises en place soient efficaces, concrètes et constructives pour la suite. Ces solutions pour la suite, justement, on va en parler. Monique Chevalet-Pigat, Patrick Bourg, Jackie Collomb, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. Et la municipalité, quel bilan a-t-elle tiré de cette séance? On fait le point avec Élise Beukel et le syndic Daniel Rossella. Daniel Rossella, est-ce que vous êtes satisfait de la séance qui s'est tenue ce soir? Alors la séance, oui, je dirais, puisqu'on a pu montrer avec tous les collègues de la municipalité que nous étions prêts à répondre aux questions, même si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. C'est un peu difficile dans la mesure où il y a forcément un peu de frustration, puisque même si on essayait d'apporter le maximum de réponses, on ne pouvait pas donner tous les éléments. Les conseillers auraient aimé en savoir davantage. Donc on peut comprendre qu'il puisse y avoir un petit peu de frustration, mais j'ai le sentiment qu'en l'état actuel de la crise, l'exercice était plutôt satisfaisant. Est-ce que vous-même, vous auriez aimé en dire davantage ? Mais bien sûr, ça serait beaucoup plus confortable pour nous de pouvoir donner tous les éléments. Là, on est dans une situation assez incroyable avec une asymétrie où on a des gens qui peuvent raconter plein de choses. Et nous, on est tenu par un secret de fonction et on est obligé de réserver certaines réponses et de ne pas pouvoir les communiquer aujourd'hui, ou bien on a simplement l'interdiction de donner certains éléments. Élise Beukel, est-ce que vous êtes satisfaite de la séance de ce soir ? Écoutez, je pense que ça s'est passé le mieux possible et je reste calme et sereine pour la suite. Je pense que ça va être important maintenant de se focaliser sur la reconstruction du climat social. Ce soir, à de nombreuses reprises, le Conseil a demandé une synthèse du rapport. Quelle réponse vous donnez ? Alors, on a donné déjà un certain nombre d'éléments avec des citations du rapport. La prochaine étape, après que les personnes concernées aient pu faire valoir leur droit d'être entendues, la prochaine étape, ça sera de transmettre à la commission de gestion le maximum d'éléments. Et ensuite, on part de l'idée que la commission de gestion devrait faire un rapport qui pourrait, le cas échéant, servir de synthèse. On va analyser la situation pour voir qu'est-ce qu'on a le droit de dire, en sachant qu'on a plusieurs avocats qui nous menacent pour le cas où nous, on divulguerait certaines informations. De leur côté, les conseillers communaux ont notamment demandé plus de sincérité. Ils souhaitent désormais aller de l'avant pour passer à autre chose et souhaitent pouvoir à nouveau faire confiance en la municipalité. Pour cette deuxième partie de plateau, 3 invités à nouveau. Olivier Riesen, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président PLR pour la ville de Nyons. Bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Avec nous également Béatrice Enquist. Vous êtes présidente et chef de parti du groupe UDC pour la ville de Nyons. Bonjour. Oui, bonjour. Et enfin Alexandre Fédéraud, vous êtes chef de groupe pour les Verts de Nyons. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Olivier Riesen, je vais commencer cette discussion avec vous, puisque c'est vrai que cette séance extraordinaire avait initialement été demandée par le PIN et le PLR. Est-ce que vous en êtes satisfait de cette séance ? Il m'a manqué 2 choses. De la part du syndic et de la municipalité, aucune adresse aux Nyonnaises et aux Nyonnais sur un plan de sortie de crise. J'ai trouvé ça vraiment surprenant. J'ai trouvé que les Nyonnais et les Nyonnaises avaient été un petit peu oubliés dans tout ça, et également les employés de la ville. Et puis le deuxième point qui m'a pas mal surpris, c'est j'ai un peu l'impression que, en fait, cette crise, on n'est vraiment pas du tout au bout de celle-ci, et il me manque en fait un petit peu une question de contrôle. En fait, j'ai l'impression que on n'a toujours pas encore réussi à mettre la main sur ces différents éléments, et je suis assez inquiet pour ce qui pourrait encore venir et se développer. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la municipalité surfe encore sur toute cette affaire sans vraiment avoir le contrôle, c'est ça ?
Si on comprend bien, donc il y a une partie encore, un rapport complémentaire, il y a un complément au rapport qui est demandé. Et puis je pense que l'élément qui n'est pas contrôlé aujourd'hui, c'est toutes ces fuites, tous ces intervenants qui vont, à mon avis, encore se répéter. Et ce qui m'inquiète après, il y a encore un lot de volets. Il y a le volet de la plainte pénale contre Mme Bockel, qui est présumée innocente. Mais ces deux aspects-là ne vont pas se terminer si rapidement, non ? Alexandre Fadero, justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de cette séance ? Moi, j'ai constaté, en fait, j'ai trouvé que la municipalité ne maîtrisait pas tout à fait la situation. Et il y a un ensemble de mesures qui sont annoncées, mais clairement, les fuites continuent de se produire. Aujourd'hui, la municipalité, elle est plus en réaction que vraiment dans l'initiative. Donc, moi, je partage le constat de mon collègue, M. Rizon. Moi, je ne suis pas aussi optimiste que le plateau, la première partie de votre émission. Je pense qu'on n'est pas encore au bout de cette histoire, malheureusement. Béatrice Hennequist, est-ce que vous rejoignez cette position ? Est-ce qu'il y a un manque de maîtrise de la part de la municipalité ? Visiblement, oui. Hier soir, on ne peut pas dire qu'on a eu des réponses. On a eu des réponses à nos questions, on a eu des chiffres, on nous a dit où on les alignait et tout. Mais j'entends, moi, ce qui m'inquiète, c'est la somme finale et finalement que c'est le contribuable qui paye tout ça. Ça, c'est grave. Et ce qui m'inquiète également aussi, c'est les liens de confiance entre le conseil communal et la municipalité. Parce que moi, je pense que le syndic, il est quand même en rupture avec le conseil communal. Bon, on nous cache des choses, on ne peut pas les dire, mais en fait, c'est quand même incroyable que ce rapport soit sorti déjà là. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a eu assez de précautions autour de ce rapport pour pas qu'il y ait des fuites ? Ensuite, il y a aussi eu... J'ai du mal à vous comprendre maintenant pour cette deuxième partie de plateau. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez vraiment ? Est-ce que ce soit le fait qu'il y ait des fuites ou est-ce que ce soit le fait que la municipalité ne maîtrise pas la situation et la crise ? Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Déjà qu'on nous cache des choses. En fait, c'est quand même incroyable que le syndicat ait eu ce rapport dans les mains. Nous, on a eu quelques extraits du rapport. Et je peux vous dire que les extraits du rapport qu'on a pu lire, c'est quand même assez accablant contre, en tout cas, le syndic et le secrétaire communal. Bien entendu, on n'a pas vu tout le rapport, on n'a pas vu les conclusions. Mais je pense, question de transparence, si on avait plus d'éléments dans les mains, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on a eu donc une partie de rapports qui sont caviardés, donc c'est possible. Et la dernière réunion qu'on a eue avec une partie de la municipalité, ils nous ont dit « Ah non, c'est pas possible parce que si on caviarde tout, c'est illisible. » Mais c'est bizarre parce que ce que nous sommes arrivés à lire, c'était tout à fait lisible. Les chefs de parti, on peut rencontrer à la municipalité le 21 janvier dernier. Est-ce que vous avez eu d'ailleurs d'autres informations qui ne sont pas hier survenues ? Aucune. Bon, aucune. Très bien. Pour revenir justement à cette prise de contrôle de la municipalité, pourtant elle a annoncé des priorités, que des solutions seraient mises et sont sur le devant de la scène. On va notamment entendre Elise Bockel qui annonce les priorités pour la suite de cette crise. Concernant les problèmes du passé et l'enquête administrative, je ne peux rien vous dire étant tenu par le secret de fonction. Pour l'avenir et la reconstruction du climat social, nous avons identifié de concert avec mes collègues de la municipalité 4 priorités. La première, c'est le règlement du personnel. Nous en reparlerons lors de la séance du 7 février, puisqu'il y a une interpellation et un postulat sur ce sujet. Ce nouveau règlement du personnel, c'est un projet fédérateur pour toutes et tous les employés. Depuis juillet, nous avons instauré un climat de confiance avec les représentants du personnel dans le cadre de cette négociation. Et après une douzaine de séances de négociation avec les partenaires sociaux, nous avons désormais un texte solide et prêt à être adopté par les 2 parties, nous l'espérons, le 11 mars prochain. Première priorité, donc la négociation du règlement du personnel. Deuxième priorité, des directives pour le bien-être au travail. Troisième, une enquête de satisfaction pour être écouté des employés. Quatrièmement, une simplification des processus d'évaluation des chefs de service, mais aussi une thérapie sociale. Olivier Rizon, les solutions sont là. On peut penser qu'il y a des solutions qui sont là. Premièrement, je regrette qu'il y a quand même un grand retard en fait, qui a été pris dans la mise en place de tout ceci. Ensuite de ça, certaines des mesures qui sont annoncées sont les mesures tout à fait modernes qui auraient déjà dû être en place depuis un bon moment dans la ville de Nyon. Donc, oui, j'ai un peu l'impression que toute cette crise va peut-être
accélérer ce processus. C'est peut-être ça le point positif de tout ça, mais ce n'est pas des grandes annonces qui ont été faites hier. Je suis un petit peu déçu, et pour une part, il y a des choses qui auraient déjà dû être mises en place. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, ces priorités-là vont accélérer le processus de transformation de la ville, du fait de passer justement d'une politique de campagne à une politique de ville? C'est possible que finalement le résultat bénéfique de tout ça, ce soit exactement ça. Ce que j'ai aussi noté, c'est qu'il y a une enquête de satisfaction qui va être menée auprès des employés de la ville. Ça, je pense que c'est très important parce qu'il faut vraiment aussi penser à ces employés-là. Puis une fois de plus, une fois que tout ça se sera fait et mis en place, moi j'attends un retour de la part de la municipalité au conseil pour que le conseil puisse aller vers les Nyonnaises et les Nyonnais, dire voilà ce qui a été fait concrètement et en parler, puis en débattre en fait avec nos élus. Oui, Alexandre Fodero, est-ce que ces solutions-là vous conviennent? Alors, en partie. Disons que la révision du statut du personnel, c'était pour le Parti des Verts, c'était une priorité de législature. Donc cette révision du statut du personnel, elle a été entamée déjà depuis, enfin ça remonte jusqu'à 2014. C'est jamais sorti, les négociations n'ont jamais abouti. Donc pour nous, c'était extrêmement important que ce règlement soit modernisé. Et là, je pense qu'effectivement, ça va contribuer à améliorer le climat social. Je ne suis pas sûr que cette crise, en fait, c'est ça qui va l'accélérer, mais c'est clair que maintenant, nous, on pousse aussi pour que ces négociations aboutissent, ça termine et que ce règlement, finalement, sorte. Ce qui a été annoncé hier, d'ailleurs, par votre municipal, oui, Élise Beukel, que cette négociation arrivait à un terme, qu'aujourd'hui, un texte allait être présenté, notamment à la moitié du mois. Est-ce que ça changerait la situation, vraiment, le fait qu'on passe du statut à un règlement? Est-ce que ça réglerait toute cette crise? Ça ne réglera pas toute cette crise. C'est un des éléments, mais c'est plus un élément structurel qui permet d'améliorer le climat social et qui aurait peut-être pu permettre d'éviter qu'on arrive à cette crise. Maintenant, c'est pas ça la solution, c'est pas la seule solution de cette crise, ça c'est clair. Ce qu'on lit entre les lignes, finalement, c'est qu'on pourrait, dans ce cas-là, renvoyer le secrétaire municipal. Oui, mais en fait, ce qui m'intrigue dans toute cette affaire, c'est qu'on est arrivé à renvoyer des chefs de service en leur donnant une indemnité et tout ça. Ça a marché, puisque au niveau chef de service, je crois qu'ils ne sont pas inclus dans ce statut. Pour nous, c'est aussi une priorité que ce règlement aille de l'avant et très rapidement. Oui, mais Olivier Riesen, est-ce que c'est ça la finalité, finalement, arriver au fait qu'on puisse faire que quelqu'un démissionne et finalement lui donner cette sanction-là, cette révocation-là? Mais ce qui est important, c'est d'avoir un outil moderne de travail. Donc, pour régler tout ce qui concerne les employés de la ville de Nyon. Après, est-ce que cet outil-là, c'est le moyen pour renvoyer quelqu'un? Sans doute pas. On renvoie quelqu'un si on a des bonnes raisons de le renvoyer. Sinon, on ne le fait pas. Mais moderniser, on va dire, toute cette structure, ça me paraît aujourd'hui absolument évident et nécessaire. Et je pense quand même que ça va apporter un climat d'apaisement, parce que surtout, ça va aussi amener quelques améliorations sociales pour les gens qui travaillent aujourd'hui à la ville de Nyon, ce qui n'est pas négligeable, puisqu'aujourd'hui, on parle d'un statut ou d'un règlement qui date de 1962. Entre 1962 et aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'années qui se sont écoulées. Ouais. Et pas mal d'avancées sociales qui ont eu lieu. Béatrice Henquis, vous voulez réagir? Allez-y. Oui, par contre, c'est clair que la révision de statut, ça va être après. Enfin, c'est dans le futur, j'entends futur proche, mais c'est dans le futur. Moi, où je suis beaucoup plus dubitative, c'est les mesures que la municipalité met en place, à savoir ces thérapies et tout ça. Je veux dire, je l'ai exprimé d'ailleurs hier soir clairement. Comment voulez-vous que des gens qui se sont chamaillés, pour dire ça gentiment, pendant des mois et des mois, tout d'un coup, par magie, ils se retrouvent en face l'un de l'autre dans un bureau, puis tout est beau, l'amour est de nouveau là, c'est magnifique. Je veux dire, c'est un peu comme dans un divorce. Une fois que la rupture est faite, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'arrive pas à recoller les pots cassés. Ouais, cette thérapie sociale, c'est notamment Stéphanie Schmutz qui en a parlé, on l'écoute. Nous espérons qu'en avril-mai, la phase de thérapie sociale, donc travail de groupe par exemple, avec tous les collaborateurs dans le service ou tous les chefs de service, même ceux qui ne sont pas considérés par l'enquête, puisse débuter. Parallèlement, une démarche d'analyse et d'optimisation structurelle préconisée par M. Muller a été initiée par la municipalité.
Elle comprend 3 volets. Le premier, analyse du rôle du cahier des charges, de la structure du poste de secrétaire municipal chef de service, ainsi que de son articulation avec le poste de secrétaire municipal adjoint-adjointe, et ce, de suppléant-suppléante ou adjoint-adjointe au chef de service. Deuxième volet, analyse du fonctionnement et du périmètre de compétences du service des ressources humaines, notamment en matière de traitement des affaires dites spéciales, menées jusqu'ici par le syndic et les affaires juridiques. Troisième volet, élaboration d'un guide de fonctionnement, autrement dit une directive des bonnes pratiques à mettre en œuvre entre les chefs de service et leur municipal, ainsi qu'entre le secrétaire municipal et les chefs de service. Alexandre Fédéraud, est-ce que cette thérapie sociale suffira pour rétablir aujourd'hui le calme au sein de l'administration lyonnaise? Alors moi, j'ai pas mal de doutes à ce sujet-là. Et je suis un peu étonné, en fait, que la municipalité... Enfin, je suis un peu étonné que la municipalité vienne avec ce type de mesures. Si vous voulez, le spectacle qui nous a été donné hier, on a aussi vu une municipalité qui n'était pas unie. Et en fait, on a eu un peu de la discorde au sein de la municipalité devant le conseil. Donc, moi, je suis relativement sceptique que tout va aller de l'avant et que tout va être rose d'ici dans les mois qui viennent. Voilà, donc j'aimerais bien, mais... Ça a été dit sous forme de boutade hier soir, mais c'est vrai que certains conseillers ont notamment fait vœu d'une thérapie sociale au sein même de la municipalité. Béatrice Nguissou rigolait, oui, Alexandre Fédéraud, c'est drôle, mais bon, c'est pas tellement drôle. Non, c'est pas vraiment drôle, mais en fait, la municipalité, dans la première partie de la séance, a joué l'unité. Hein, elle a clairement essayé de montrer qu'elle affrontait en fait cette situation de manière unie, mais pas dans la deuxième partie de la séance. Et en fait, donc à partir de là, vous avez une municipalité désunie et puis une administration désunie. C'est pas vraiment les meilleures conditions pour améliorer le climat aujourd'hui. Ouais, Olivier Rizan, allez-y par rapport à ça. Pour revenir sur ce que disait Madame Schmutz, ça me paraît essentiel que les rôles de chacun soient définis clairement, que les compétences des uns et des autres dans l'administration soient définies clairement, qu'il y ait des systèmes pour vérifier si ces compétences sont bien comprises. Ça, c'est c'est un outil de gestion moderne du personnel. Et on est un petit peu étonné d'entendre les mesures proposées par Madame Schmutz. Je veux dire, le secrétaire municipal et son adjointe, chacun devrait avoir un cahier des charges clair, avec des objectifs à atteindre. À la fin de l'année, on regarde si ces objectifs n'ont pas été atteints ou non, avec avec un entretien d'évaluation, enfin, etc. Tout ça, ça doit s'inscrire dans un cadre moderne de gestion des ressources humaines. Ouais, est-ce que, justement, on a substitué le rôle de la municipalité à ce secrétaire municipal? C'est la question qui a notamment été posée hier. Est-ce que, finalement, ce secrétaire municipal n'aurait pas fait le travail sale? Le secrétaire municipal, de ce qu'on comprend, c'est qu'on lui a confié énormément de tâches qui, manifestement, sont en dehors de, on va dire, son rôle habituel et fonctionnel et formel. Là, il y a une responsabilité quand même de son patron, qui est le syndic, qui, lui, aurait dû se rendre compte à un moment de se dire, donc comme manager, se dire, attention, peut-être que là, je vais trop loin, je lui demande trop. Pour le secrétaire, c'est quand même très difficile de dire tout à coup au syndic, non, écoutez, je ne vais pas faire ceci ou pas cela. C'est quand même un rapport il y a un rapport hiérarchique et le syndic, à un moment, je pense qu'il aurait dû se rendre compte que là, il allait trop loin, qu'il en demandait trop et ça aurait peut-être évité cette crise ou cette problématique. Béatrice Henke, est-ce qu'on aurait justement pu éviter cette crise si on avait mieux défini les rôles de chacun? Je pense que le problème, comme on a lu dans le rapport, était qu'il y avait 3 personnes qui étaient très proches et qui menaient un peu le bal dans cette administration. Et moi, je veux dire, le syndic nous a dit hier soir, oui, qu'il s'excusait, qu'il n'a pas tout fait juste. Mais je veux dire, c'est aussi facile de s'excuser. Quand on est syndic, on a certaines responsabilités, puis on doit les assumer. Et moi, j'ai l'impression qu'il ne va pas tirer les conséquences de tout ça. C'est-à-dire, vous appelez toujours à sa démission? Oui, tout à fait. Et puis, ça m'a juste coupé ce que vous m'avez dit, excusez-moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ce syndic qui parte, c'est ça? Écoutez, puis ça devrait peut-être pas être le seul. Je pense que la municipalité a quand même une grande responsabilité sur ce qui s'est passé.
Ouais, alors justement, la responsabilité de la municipalité, c'est peut-être Pierre Vollen qui l'a notamment aussi évoqué lorsqu'il est revenu sur l'historique de l'enquête. Après avoir consulté l'avocat conseil de la ville, Maître Villers, la municipalité décide, fin juillet déjà, d'ouvrir une enquête administrative. Cette dernière comprend le périmètre suivant: déterminer l'existence et identifier l'origine de difficultés de fonctionnement au sein du service de l'administration générale, s'agissant en particulier de la relation entre le secrétaire municipal et un ou une ou des collaborateurs et collaboratrices que nous ne nommerons pas ici. Deuxièmement, déterminer l'existence et identifier l'origine de difficultés de fonctionnement au sein du service des ressources humaines. Et troisièmement, finalement, de manière plus générale, de déterminer s'il existe des situations claniques au sein de l'administration communale et d'examiner dans quelle mesure celles-ci créent ou entretiennent des difficultés relationnelles ou portent atteinte au fonctionnement de l'administration et à l'accomplissement de ses tâches. Avec ces 3 points, j'ai défini le périmètre de l'enquête. Alexandre Fédéraud, concernant la responsabilité de la municipalité, est-ce qu'elle en a assez fait ou est-ce qu'elle doit effectivement démissionner? Une partie doit démissionner? Alors moi, je pense qu'il faut mettre au crédit de la nouvelle municipalité que dès le moment où elle est entrée en fonction, pratiquement tout de suite, elle a ouvert cette enquête administrative. Et je pense que quand même, on peut un peu se poser des questions. Pourquoi, sur l'ancienne législature, en fait, on n'avait pas déjà ouvert cette enquête administrative? Donc à ce moment, de ce point de vue-là, je trouve qu'elle a agi de manière correcte et donc c'était le déroulement logique et donc il n'y a pas de raison particulière de demander sa démission. Maintenant, moi je partage l'avis de ce qui a été dit un peu ici. Moi je suis un peu sceptique sur les mesures qui ont été annoncées jusqu'ici. Pour moi, elles sont pas propices en fait à rétablir le climat social et à tourner la page et à rétablir le lien de confiance entre le conseil et la municipalité. Et donc moi j'attends encore d'autres mesures. Ouais, vous êtes sceptique sur les mesures. J'aimerais finalement arriver sur le point final, le coût. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est chiffré à un montant engagé à 280 000 francs, un montant qui a été engagé jusqu'ici pour surmonter la crise, mais qui devrait encore croître. On entend à ce sujet le municipal en charge des finances, Claude Huldry. Fournir un préavis avec uniquement un ou des chiffres, sans explication, pour votre conseil, n'est sûrement pas la bonne solution. Comme évoqué plus haut, pour respecter la compétence des 50 000 francs, la municipalité aurait pu charger différentes lignes de budget, RRH, SAG, municipalité, voire même si, comme les journaux le disent, c'est la municipalité in corpore qui est responsable, les budgets de tous les municipaux, et ainsi respecter les 50 000 francs et cacher ainsi ces montants dans les comptes 2021. Comme expliqué en préambule, la municipalité a souhaité être transparente et assumer cette affaire et a principalement chargé sa ligne budgétaire, tout en gardant la maîtrise temporelle de l'annonce de ces montants. Olivier Riesen, est-ce que la municipalité a été assez transparente, à votre avis, sur ces montants et ces coûts ? Alors, sur les montants engagés jusqu'au 31/12/2021, absolument. Je pense que là, les informations ont été données. Maintenant, ce qui manque, c'est le futur. C'est vers quoi on se projette. On nous annonce 280 000 francs, mais on nous a aussi dit qu'il y avait une offre qui avait été demandée pour l'IDAP, pour d'autres personnes. Donc, en fait, c'est ça qui est très difficile aujourd'hui à évaluer. C'est jusqu'où on tend, vers quel montant final on va arriver. Et ce que j'espère, c'est qu'à la fin, une fois qu'on sera arrivé au bout de tout ça, eh bien qu'on fera un résumé complet et qu'on pourra expliquer aux citoyens nyonnais et nyonnaises combien tout ça a coûté et en particulier pour que le contribuable finalement se rende compte de l'impact que tout ça a pu avoir. Ce que vous demandez, c'est finalement un document officiel de la municipalité qui chiffre le tout et plus de transparence dans ses coûts. Exactement, un document à la fin qui chiffre le tout. La transparence, je pense que sur les coûts, il y en a eu, mais qu'au final, on puisse dire, ben voilà, une fois que les comptes ont été bouclés, voilà la somme finale. Ouais, et puis qu'on puisse discuter de ça, puis surtout qu'on puisse discuter du contenu et du pourquoi et du comment. Ouais, c'est simple, finalement, en politique, on fait un préavis. Certainement que ça aboutira à un préavis. Ouais, Béatrice Enquist, ces coûts-là, on a l'impression que du côté de l'UDC, finalement, on peut faire encore plus, puisqu'on a notamment entendu hier soir qu'il serait peut-être judicieux de demander un deuxième avis, une deuxième enquête. Donc on remet le couvert, encore plus de coûts. C'est clair que les coûts sont déjà là.
Peut-être que s'il y a des éclaircissements à faire, peut-être pas refaire la même enquête, mais en tout cas, je constate que à la fin, malgré tout, c'est quand même toujours c'est toujours tout en chacun qui paye. Et ça, je pense que la population a compris qu'elle va mettre de sa poche, tout ça pour une bisbille, enfin une bisbille peut-être plus profond que ça, à la base, entre plusieurs personnes dans le service de l'administration communale. Et en fait, cette histoire n'était pas nouvelle, puisqu'il y a une ancienne municipale qui a dit déjà que ça fait longtemps que ça dure et tout. Donc, en fait, on veut faire croire que la crise, elle est récente. Mais ce n'est pas une crise récente, c'est quelque chose de récurrent. Et c'est ça qu'on dénonce aussi. Et on se dit, si on ne change pas les personnes, ça va continuer. Ouais, donc aujourd'hui, il faut changer non seulement les personnes au sein de l'administration, mais aussi au sein de la municipalité, c'est ce que vous nous dites. Dernier tour de table, comme pour la première partie, Alexandre Fédéraud, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce que vous demandez pour la suite ? Bon, là, on avait une séance, en fait, on avait demandé des explications, on les a reçues partiellement. Avant, on était un peu sur notre faim. Maintenant, je pense que tout le monde souhaite, on aimerait tous effectivement revenir à ce pourquoi on a été élu, c'est-à-dire travailler sereinement pour le bien de la ville. Malheureusement pour moi, enfin justement, je pense qu'il y en a encore pour un petit moment, et donc j'espère avoir des mesures un peu plus fortes qui permettent de revenir à plus de sérénité. Oui, des mesures plus fortes. Olivier Riesen, notamment, une des solutions, ce serait d'avoir un document officiel rendu par la municipalité qui concerne non seulement les coûts, mais peut-être aussi une partie du rapport d'enquête, une synthèse. Une marche de route. Il faut que la municipalité maintenant établisse une marche de route pour la sortie de la crise, et surtout, il faut que la municipalité communique avec les Nyonnaises et les Nyonnais pour leur expliquer et redonner quand même, redorer son blason, parce qu'il y a quand même une partie de la confiance des Nyonnaises et Nyonnais qui a été un peu perdue dans cet exécutif, et ça, je pense que c'est une communication qui, à mon avis, va intervenir relativement rapidement, et je suis quasiment sûr que la municipalité va le faire. Ouais, rétablir la confiance auprès des Nyonnais, mais rétablir aussi la confiance auprès des conseillers. C'était finalement la parole finale qui était hier donnée par l'UDC. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour la suite, Béatrice Hengist ? Eh bien, non seulement des conseillers, mais je veux dire aussi pour le personnel, parce qu'apparemment dans toute cette affaire, le personnel, on ne l'a pas laissé s'exprimer, on a vu des mails où le personnel avait reçu des menaces, et je pense qu'avant tout, c'est aussi le personnel de la ville qui doit retrouver une confiance en sa direction. Retrouver la confiance en sa direction, retrouver la confiance envers sa municipalité. Merci à vous d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve très vite. Bonne suite de journée. N'hésitez pas aussi à réagir peut-être sur nos réseaux sociaux, à nous faire part de vos sentiments, de vos questionnements, de vos interrogations, de vos frustrations. On est là pour ça. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.